avec 2 personnes qui vont être interviewées aujourd'hui en tant que mentorées. Une personne qui est quelqu'un que je connais, qui est créateur d'entreprise, qui a développé son activité, que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans une partie de son parcours, et puis une de nos salariés aussi, qui au-delà du fait qu'elle a été accompagnée avec un tutorat au sein du cabinet, on est également proposé de pouvoir bénéficier d'un mentoring externe. Donc là aussi, on expliquera ensemble ce que sont ces différents types d'approches. Alors, vous avez sous les yeux un support qui vous permet de garder une trace de ce que l'on va dire. Première question qu'on peut se poser, alors peut-être que vous le savez tous déjà parfaitement, mais juste qu'on mette aussi des mots sur ces dispositifs. Le mentoring, on fera la différence après avec d'autres formes d'accompagnement, mais c'est vraiment une notion de relation interpersonnelle de soutien, d'échange, d'apprentissage, et en fait ça s'inscrit entre 2 personnes qui vont avoir envie de fonctionner ensemble dans ce dispositif-là. L'un avec un partage d'expérience, l'autre avec un besoin de progresser, de prendre du recul sur sa pratique. Ce qui est intéressant dans cette approche aussi, c'est au-delà de ce que ça peut apporter aux individus, et on reviendra tout à l'heure sur les bénéfices, c'est que ça peut être aussi riche, notamment quand on met en place un programme de mentoring au sein d'une entreprise. Alors, une entreprise, on va dire, d'une certaine taille, un certain nombre ont déjà ça dans leurs approches, c'est que ça contribue à l'attractivité de l'entreprise et à la marque employeur, parce qu'effectivement, c'est une façon aussi d'offrir un appui et un soutien à l'intégration de nouveaux entrants, voire d'aider à booster des parcours professionnels pour ceux qui sont déjà en poste. C'est aussi une façon de favoriser un transfert d'expérience entre des sachants et puis des personnes qui vont démarrer. Ça permet aussi de pouvoir alimenter, avoir outillé en fait un vivier de salariés qui ont pu être repérés à potentiel. Et ça participe aussi à la promotion de la diversité. D'ailleurs, quand on regarde la littérature autour du mentoring, on voit souvent des exemples qui s'appuient justement sur des personnes issues de l'immigration ou des populations telles que des jeunes femmes aussi qui souhaitent progresser dans leur parcours professionnel. Alors, je ne connais pas le mentoring. Ce n'est pas un ascenseur de carrière en tant que tel, hein, on n'est pas là, c'est pas quelque chose qui va permettre d'évoluer de façon absolue, hein, ça permet évidemment de pouvoir progresser. Pour autant, ce n'est pas fait pour être un ascenseur au sens carrière, il n'y a pas cette idée de performance à l'intérieur du mentoring. C'est pas non plus le fait de faire quelque chose à côté de la hiérarchie, hein, c'est souvent important quand on met en place ces dispositifs, d'être très au clair sur quid du manager, quid du mentor. Ce n'est pas non plus un coaching, et ça va nous permettre de faire la différence avec les approches qu'on peut rencontrer en accompagnement et comment les différencier les unes des autres. Donc là, vous devez avoir aussi sous les yeux un tableau qui vous présente ce qui nous semble être ce qui nous semble être les points particuliers de chacun des modes d'accompagnement. Déjà, on peut regarder la formation. Si on regarde chacune des approches, la formation, ça se traduit plutôt en groupe. On a des référentiels prédéfinis. Et de plus en plus aujourd'hui, on doit déterminer des compétences à acquérir, être en capacité de les mesurer et attester que ces compétences ont été acquises. Et puis, c'est dans un plan prédéterminé. On peut regarder aussi le tutorat là, qui est très, très répandu en entreprise, qui est plutôt le tutorat est plutôt focalisé sur le métier. Donc, on est plutôt sur la transmission de compétences techniques, et le tuteur, souvent, va être contributeur à l'évaluation des acquis de compétences de la personne qu'il va accompagner. Souvent, le tutoré ne choisit pas son tuteur. Hein, c'est un dispositif qui est déjà organisé dans l'entreprise, et il peut être assorti aussi, selon les organisations, de gratification financière. On regarde aussi le coaching, qui souvent s'apparente au mentoring, et d'ailleurs, on verra que ce sont souvent les mêmes compétences qu'on va utiliser pour coacher ou pour mentorer. Le coaching, à la différence du mentoring, va être une activité rémunérée, donc coaching interne, coaching externe. Soit c'est un salarié d'entreprise dans les grands groupes qui peut effectivement coacher des personnes de son entreprise ou externe, là c'est assez classique. Ce sont souvent des professionnels certifiés. Hein. Coacher aujourd'hui relève d'une compétence précise, hein, et en tout cas qui fait l'objet de formations approfondies sur comment s'y prendre pour exercer cette activité. C'est aussi plus cadré avec des objectifs négociés au démarrage. On fonctionne aussi dans des logiques souvent tripartites, avec donc, du coup un manager, un RH qui fait partie du dispositif de coaching. J'ai mis aussi la notion de sponsorship, même si ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre fréquemment, et certainement beaucoup moins dans les PME, où là on a plutôt des personnes qui vont favoriser l'évolution d'une personne vers des responsabilités plus élevées qui vont lui ouvrir d'une certaine manière des voies. Et puis bien sûr, on a le management qui a un rôle aussi d'accompagnement des individus, puisqu'il a aussi lui ce rôle de faire progresser, d'aider à développer les compétences, et plutôt dans un cadre d'objectifs qui vont être fixés
et dans une logique aussi d'évaluation. En fait, le management s'inscrit aussi de façon particulière dans l'organisation d'une entreprise. Donc le mentoring se situe vraiment à côté de ces formes-là. On va parler de mentoring sous différents angles. Le mentoring peut être au sein d'une entreprise, et on parlera à ce moment-là de programmes de mentorat qui s'organisera, et je vous proposerai de regarder quelques points de repère pour le faire au mieux. Il peut être croisé effectivement et s'échanger des mentors d'une entreprise à l'autre. Il peut se faire dans certains cas de pair à pair aussi. On n'a pas forcément l'idée de quelqu'un qui a une expérience plus avancée qu'un autre, ça peut aussi exister. Et il peut même être inversé. Aujourd'hui, notamment avec l'approche digitale que l'on peut rencontrer, on peut avoir aussi ces mentorings de quelqu'un qui connaît parfaitement un jeune. On va peut-être faire un peu simplifier la présentation en disant les jeunes d'un côté, les plus seniors de l'autre, qui peuvent là être plus effectivement en appétence et en compétence sur du digital, et puis aider effectivement à accompagner ces jeunes. Mais là, ce qu'on va plutôt développer aujourd'hui, c'est le mentoring plus classique, effectivement, dans le cadre de quelqu'un qui a une expérience à apporter à une personne qui souhaite être accompagnée de cette façon-là. Alors, des bénéfices pour le mentorer, il y en a un certain temps, déjà, ne serait-ce que de prendre du temps pour soi-même, pouvoir avoir effectivement bénéficié d'un soutien, quelquefois développer sa confiance, la retrouver si tant est que elle a pu être perdue depuis ces derniers temps. Ça peut aussi ouvrir de nouvelles pistes, ça peut aussi permettre de tester des idées, d'éclairer des décisions, et en tout cas, d'une façon globale, développer son savoir-être. Le mentoring intervient particulièrement sur les compétences transversales et sur ce dont on parle beaucoup dans le métier RH. Cette relation, elle est basée forcément sur une relation d'écoute, qui sort du cadre de la hiérarchie, ça c'est très important. On verra aussi qu'il est nécessaire de ne pas mélanger le côté hiérarchique et le côté mentoring. Et comme je vous dis, c'est vraiment centré sur des compétences transversales. Ce qui m'amène à vous proposer d'accueillir les témoignages de deux personnes qui ont pu être mentorées, l'une par mois. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir faire un échange aussi sur comment ça s'est passé, surtout qu'est-ce que ça a pu apporter. Et puis, donc ça c'est Ludovic. Et puis ensuite, Jeanne, qui est une des salariés du cabinet également, et qui a accepté aussi de donner son point de vue. Donc Ludovic, je t'invite à me retrouver ici. Oui, je sais. Alors. Bonjour Carole, déjà, on est un petit peu séparés par cette paroi aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps. Alors voilà, ce que je t'avais proposé, Ludovic, parce qu'effectivement, ce qu'on souhaitait, c'était plutôt que d'un seul parle, c'est aussi c'est plus sympathique et ça amène aussi de la diversité dans les points de vue. C'est peut-être toi de dire comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as trouvé intéressant de pouvoir être accompagné, et surtout, comment tu pourrais, quelques exemples précis de ce que ça peut apporter quand on a été comme toi, créateur d'entreprise, et peut-être en deuxième étape de développement. Moi, ce que j'ai envie de partager dans ce témoignage, c'est qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je viens d'avoir 40 ans. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais faire la société à 40 ans. Il s'est aperçu que je l'ai fait à 34 ans, et ce mentoring m'a permis justement de ne pas me retrouver m'a aidé plutôt à m'insérer dans le monde de l'entreprise, dans les réseaux. Carole, tu m'as invité à rencontrer des gens. Je me suis retrouvé à discuter avec le directeur de Veolia. Ça a vraiment été pour moi un premier bénéfice, c'est de venir m'insérer dans le monde de l'entreprise. Je partais de rien, je me trouvais un peu jeune, et c'est vrai que par le biais d'une rencontre, parce qu'on s'est rencontrés un peu par hasard, avec la volonté de vouloir mentorer, et moi d'être toujours à l'écoute de bons conseils voilà. Donc du coup, ma première approche a été de faciliter mon insertion dans le monde de l'entreprise et dans les réseaux. Ça m'a permis du coup d'échanger sur le développement de l'entreprise, avec ton recul d'expérience sur les points positifs, les stratégies au niveau stratégique, au niveau de la structure, même est-ce qu'il faut s'associer, pas s'associer. Voilà, j'avais beaucoup de questions, et tu as toujours été là de bons conseils, avec tout ton recul sur ton parcours à toi, ton propre parcours. Et derrière tout ça, ça m'a porté aussi sur ma vision d'entreprise. Quand j'ai commencé, je ne pensais peut-être pas arriver à avoir un contrat avec EDF. Je me disais, une grande entreprise, moi, Ludovic Perrault, avec ma structure. Et tu m'as poussé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je travaille avec EDF, donc, qui est mon plus gros client du cabinet. Et c'est vrai que tu es moteur de toute cette énergie que tu m'as apportée
pour me pousser à aller toujours de l'avant et faciliter la construction de mon entreprise et en espérant bien sûr qu'elle vive encore longtemps dans le temps à venir. Parce que ce que j'aime bien aussi dans l'idée du mentorat par rapport à ce que tu as présenté tout au début, le coaching et autres, c'est qu'il n'y a pas de notion de rémunération, d'objectif dans notre échange. C'est un échange vrai et ça permet de se libérer dans la discussion. On n'a pas l'impression d'être regardé en se disant il est en train de réfléchir à comment il va pouvoir revendre une mission derrière. C'est beaucoup plus informel, c'est des temps d'échange. Et ce que je pourrais dire, c'est que le mentoring, c'est vraiment de l'écoute des deux parties. Il faut savoir écouter et il faut savoir aussi dire ce qu'on pense et pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est le moteur du mentoring de mon point de vue. Je te remercie. Alors, je sais que tu n'étais pas obligé d'être aussi élogieux sur la façon dont ça s'est passé. L'idée, c'était aussi de pouvoir dire en quoi un mentoring en fait apporte quelque chose à une personne. Là, on est dans un exemple de mentoring, on va dire, informel, parce qu'on n'a pas on n'a pas un contrat de mentoring entre nous, on est plutôt dans un accompagnement effectivement, avec le choix de l'idée qu'on s'apporte mutuellement. Et ce qui est important aussi pour moi dans le mentoring, c'est qu'en fait, effectivement, l'idée, c'est d'apporter à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi de pouvoir bénéficier de cet échange-là, parce que forcément, en étant questionné, en se questionnant, enfin, en apportant des suggestions aussi à l'autre, c'est qu'on creuse aussi ses propres convictions à soi, on creuse aussi ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, puisque pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans le métier du coaching, on sait bien faire la différence entre soi et l'autre aussi, et le mentoring participe aussi à cette approche-là. Donc c'est vraiment d'être... et puis en plus, bon là, tu parles de 40 ans, moi j'en ai 60 passés, donc il y a déjà aussi une différence d'âge qui fait que est-ce que mon expérience, elle peut éclairer un jeune d'aujourd'hui dans le monde moderne, dans les technologies, etc. Donc c'est aussi des questions qu'on se pose. Et moi j'apprends beaucoup aussi au travers de l'exemple du travail que vous avez fait, puisque voilà, tu travailles sur la conception de réseaux digitaux d'entreprise, et c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose absolument nécessaire, on l'a vu avec le confinement, et je crois que c'est important aussi que des créateurs d'entreprises puissent rapidement apporter leur offre sur le marché, parce que ça aidera certainement beaucoup d'entreprises. Je te remercie d'avoir accepté de venir de passer un peu de temps avec nous pour apporter ce témoignage. Je vais proposer du coup à Gian de prendre le relais. Merci. Alors, Gian est salariée du cabinet, donc là, du coup, elle est dans une autre configuration. Quand on a embauché Gian, qui est dans un métier qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au cabinet, puisqu'elle est chargée de développement commercial. Et c'est vrai que on n'était pas forcément très outillés, nous, au sein du cabinet, pour l'accompagner au mieux. Alors, Gian, tu as une tutrice, effectivement, aujourd'hui, donc on a bien là, je suis le manager, en fait, et tu as une tutrice. On s'est dit que ça ne suffisait pas, et on t'a proposé de pouvoir être mentoré par une personne autre. Donc là, on est dans l'approche aussi du mentoring croisé. Sachant que tu avais dit à toi, de ton emploi précédent, bénéficier aussi. C'est ça. Alors, donc voilà aussi, un petit peu de façon très simple, ton retour d'expérience sur ces deux situations. Je vais situer effectivement la chose. Moi, j'ai démarré du coup mon expérience professionnelle il y a 10 ans en intégrant un grand groupe qui proposait un programme de mentoring. Et donc, du coup, j'ai pu bénéficier en tout début de carrière professionnelle de ce programme où j'étais en relation donc, du coup, avec une personne ayant un peu plus d'ancienneté au sein de la structure et qui m'a permis vraiment d'évoluer durant 3 ans au sein d'un nouveau poste et surtout d'une très grosse entreprise. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était assez intéressant puisque ça m'a permis, en tout cas, moi, d'être à l'aise dès les premiers mois en rencontrant du coup des personnes clés au sein de grands départements. Et c'est vrai que dans un grand groupe, c'est pas forcément évident de commencer un parcours et d'évoluer sereinement sans approche peut-être un peu politique. Et puis, je bénéficie du coup aujourd'hui d'un programme de mentoring, comme tu l'as évoqué, via une personne du coup qui a son propre cabinet de conseil et de recrutement. Alors, cette fois-ci, ce mentoring est à distance. Donc, il s'agit de Martine et qui m'aide énormément, en tout cas, dans ma démarche commerciale sur cette offre-là que je ne connaissais pas en intégrant le cabinet. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup et de partager effectivement une expérience avec une personne qui a une certaine expérience sur le terrain et sur cette offre-là m'a permis en tout cas d'ajuster
par exemple ma démarche commerciale à un moment assez critique, en période Covid. Étant exigeante par rapport à moi-même, j'avais peur en tout cas de peut-être de mal faire les choses. Et puis Martine a été là vraiment avec une totale bienveillance. Elle m'a apporté en tout cas son feedback sur ma démarche, ce qui m'a permis moi derrière d'ajuster aussi ma démarche commerciale. Voilà, beaucoup de bénéfices, en tout cas à avoir un programme de mentoring et d'être mentoré par une personne aussi expérimentée que Martine. Merci. De rien. Alors, on l'a vu, l'idée aussi, c'est de se dire que le mentoring peut s'exercer de façon informelle au fil un petit peu du temps. On peut aussi se mettre en place dans le cadre de d'une TPE, puisque nous, aujourd'hui, on est dans un réseau RH Partners, mais on est une TPE régionale avec 10 salariés. Donc, c'était aussi une façon de pouvoir trouver des ressources en dehors de notre propre capacité interne. Maintenant, l'idée aussi, c'est de se dire, moi je crois beaucoup, je travaille avec des grosses sociétés, et je me dis c'est dommage, certaines, effectivement, ça s'est mis en place, et j'avais été sollicitée, c'est aussi dans ce registre-là que j'ai commencé à documenter notre approche mentoring par une directrice de service qui souhaitait expérimenter le mentoring au sein de son groupe, et ça a été l'occasion pour elle de la former et de lui apporter un appui, et donc du coup pour nous d'outiller aussi notre façon d'accompagner des personnes qui voulaient devenir mentors en entreprise. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les différentes étapes, les questions qu'on peut se poser pour mettre en place un programme de mentorat le plus, utile et documenté possible, parce que voilà, ça ne se lance pas à l'aveuglette, à mon avis. En tout cas, il y a besoin de travailler en profondeur et déjà se poser des questions. Comment c'est piloté? Est-ce que c'est quelqu'un d'un coup qui décide d'eux? Est-ce que c'est au niveau de la direction des ressources humaines? Comment c'est expliqué au niveau global de l'entreprise? Quelles sont les finalités aussi qu'on va afficher? C'est important, les gens se posent des questions derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment effectivement fait dans un cadre de soutien, de neutralité, de bienveillance, comme l'a expliqué Jeanne à l'instant, ou pas, hein? Donc c'est important d'être très au clair. Quelles sont les modalités qui sont proposées? Combien de temps ça va durer? Quels sont les objectifs qui vont être fixés à l'intérieur de cette approche? Comment on va aussi, quelle communication on fait en interne sur le dispositif? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que c'est ciblé sur une population X? Comment on choisit des mentors? Comment on met en contact des binômes? Est-ce qu'on a le droit ou pas dans ces cadres de programme de mentorat de décider avec qui va nous mentorer? Donc voilà, toutes ces questions-là devraient être travaillées. Est-ce qu'on peut aussi se servir si on a j'ai l'occasion notamment dans une approche avec un client de mentorer dans le cadre de la fonction RH, est-ce qu'on part de référentiel ou pas, puisque le mentoring contribue au développement des compétences transversales, donc est-ce que c'est des compétences qui sont déjà documentées? Comment aussi le manager est impliqué dans l'histoire ou pas? Est-ce qu'on parle avec lui, pas lui parler? Voilà. Est-ce qu'on fait un débriefing d'accompagnement au pilote du dispositif ou pas? Est-ce que les mentors vont avoir un programme d'échange entre eux? Enfin, toutes ces questions-là qui permettent de mettre en place un dispositif. Donc, en l'occurrence, si vous avez l'envie, vous, d'aller là-dedans, c'est de vous poser au moins toutes ces questions pour pouvoir structurer au mieux ce dispositif, qu'il soit bien compris en fait par les intéressés. Après, on va s'interroger aussi en tant que mentor. Évidemment, oui, je veux bien être mentor, c'est peut-être satisfaisant, agréable, qu'on me pose la question, qu'on me le propose, mais finalement, est-ce que je vais pouvoir le faire avec toutes les qualités requises? Donc, en fait, ça veut dire que je vais m'interroger. Est-ce que j'accompagne en conscience? Comment je peux accompagner en conscience mon mentoré? Déjà, je vais me poser la question d'une disponibilité. Est-ce que je me sens capable d'offrir du temps à cette relation? Le temps, on le sait bien aujourd'hui, c'est souvent compliqué. Si j'offre du temps, c'est pas juste une fois, c'est plusieurs fois dans la durée. Est-ce que j'ai de l'énergie à mettre à l'heure actuelle dans cette relation d'aide, dans cette écoute? Est-ce que je peux, au-delà du temps, est-ce que j'ai envie, je peux vraiment mettre tout de moi dans cette relation d'écoute? Puisque, encore une fois, l'écoute, pour ceux qui sont dans le métier, on sait aussi qu'on a besoin d'avoir soi-même de la ressource pour pouvoir l'écouter dans la durée et avec pertinence. Comment je me prépare aussi à apprendre également me concernant. L'idée, c'est pas d'être en descendant. Je ne suis pas moi le sachant qui va vers celui qui ne sait pas. Non, c'est une relation vraiment aussi de partage, de gagnant-gagnant, si je peux le dire comme ça. Comment je vais expliquer aussi mon envie de m'appliquer dans ce dispositif. Donc, j'ai besoin de faire un travail sur moi avant de me lancer, ne serait-ce que pour expliquer à mon mentoré qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me retrouve en face de lui. Donc là,
quand j'avais préparé il y a un an toute cette approche-là, je m'étais documentée en particulier, j'ai un ouvrage que je vous propose que j'ai trouvé intéressant et qui proposait notamment un exercice sur comment en fait je visite mon histoire de vie. Donc là, je ne vais pas le passer en revue, on n'a pas forcément le temps, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que j'ai de mon parcours qui fait que j'en arrive là aujourd'hui à me dire que j'ai envie d'exercer cette mission de mentoring, donc au travers mon histoire, qu'est-ce qui a été important pour moi, les points clés, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, comment j'ai tiré profit de tout ça pour arriver à être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être aussi s'interroger sur est-ce qu'il y a des personnes clés qui m'ont marqué, qu'est-ce qui a été pour moi des personnes qui ont pu effectivement avoir un impact sur mon parcours professionnel et peut-être personnel, etc. Voilà, donc c'est toute cette réflexion que aussi j'inviterai les mentors potentiels à avoir pour partir de quelque chose. Une fois qu'on sait que, ok, on a un cadre au niveau de l'entreprise, un dispositif, un programme, quelque chose qui explicite le pourquoi on fait tout ça et de quelle façon, que je suis au clair avec moi-même, je me dis comment on va s'y prendre. Donc effectivement, là, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui s'apparentent aussi au coaching. Quand on mentor une personne, on a besoin aussi d'un espace tranquille. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un an, et Gillian l'évoquait, ça se fait à distance, souvent. D'ailleurs, les personnes que j'ai pu accompagner qui ont développé cette expérience de mentoring l'ont fait aussi en partie à distance cette année. Mais bon, en principe, on est plutôt là aussi en face à face. Là aussi, bien évidemment, c'est toute la partie les lieux, facilité de travail, la confidentialité protégée par l'espace également va être importante. Bien sûr, la confidentialité de rigueur. Et c'est d'autant plus important si on est mentor au sein d'une entreprise qu'elle soit complètement validée. Que ce qui peut être rapporté notamment à un pilote de programme soit très clairement identifié dès le démarrage, même si après, dès que la relation s'installe, on oublie tout ça, mais bon, c'est important de bien le dire au départ. Ensuite, si on s'interroge sur les séances, qu'est-ce que c'est, la périodicité, là aussi on est un petit peu comme pour le coaching, au démarrage on va rapprocher des séances, et puis après on va se donner un rythme peut-être tous les 2-3 mois, sur des durées aussi pareilles, entre 1 heure, 90 minutes, ça semble être une durée correcte. Et puis à chaque fois, on va démarrer une séance aussi en se disant comment ça va, bien sûr, et puis quel serait l'objectif de cette séance pour toi, et on déroule après l'écoute et le questionnement autour de ça. On peut se dire aussi, si on est dans un programme et qu'on s'interroge sur est-ce que ça a fonctionné ou pas, parce qu'on peut aussi se donner des critères, là il n'y a pas non plus une liste de critères absolus, mais ça peut être des idées, est-ce que simplement se dire, au bout du bout, on va se faire un bilan à deux, là, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on reconnaît comme avantage à ce mentoring, est-ce qu'on a respecté un calendrier ou pas, sans se dire qu'on a eu tort ou raison, c'est juste de se dire comment ça a fonctionné, est-ce que les objectifs que la personne mentorée pouvait avoir, qui n'étaient pas contractuels bien sûr avec le mentor, mais est-ce que ces objectifs ont pu pour elle être atteints, qu'est-ce qu'elle a appris, qu'elle imaginait devoir pouvoir apprendre, et est-ce qui a été pour elle une surprise aussi dans ce travail, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être en se disant, voilà, on a passé du temps ensemble, et effectivement, on a un retour de type performance, même si, encore une fois, on n'est pas dans une idée d'objectif évalué et mesuré. Alors, dans les dispositifs aussi, on peut élaborer un contrat, donc là, vous pouvez trouver quelques repères. On peut s'appuyer sur les codes de déontologie, là, je vous ai mis l'exemple d'un code de déontologie du coach d'un des organismes qui regroupe des coachs. Donc aujourd'hui, on voit d'ailleurs apparaître, c'est un code de déontologie des coachs, ingénieurs en mentorat et superviseurs, proposé par le MCC France. Donc, voilà, dans le code de déontologie, on trouve de quoi aussi alimenter sa pratique. Et puis, vous avez aussi la possibilité de prendre en compte les rubriques que je vous propose pour un contrat de mentoring interne. En ma qualité de mentor, je m'engage à. En ma qualité de mentoré, je m'engage pas. Et à chaque fois, de pouvoir aussi poser un certain nombre de critères, notamment relations fondées sur la confiance, de pouvoir finalement discuter de quoi, quels vont être finalement un petit peu les axes de développement que je vais viser sur le mentoring. Ludovic parlait des axes, c'était autour de comment faire grossir mon entreprise, comment pouvoir s'interroger sur m'associer, pas m'associer, quel réseau j'ai intérêt à avoir, comment finalement développer mon projet sur une cible d'entreprise autre, peut-être que celle auquel je pensais naturellement. Pour Gillian aussi, dans une période où elle a démarré son activité chez nous, 1er février, rentrée chez nous, 12 ou 13 mars, je ne sais plus, confiné. Donc, clairement, pour quelqu'un qui peut faire du développement commercial, et en particulier en allant voir des clients, en invitant des clients chez nous, en organisant des ateliers, etc., un peu compliqué. Donc, c'était aussi des objectifs spécifiques pour se dire comment je peux m'y prendre dans cette période-là
pour pouvoir avancer dans la mission. Voilà, donc tous ces objectifs et ce contexte qui peut être précisé aussi dans le cadre d'un contrat. Et puis le mentoré aussi va s'engager, parce que le mentor s'engage forcément, encore une fois, de façon formelle par des contrats ou de façon orale si c'est plus informel. Pour autant, le mentoré aussi va s'engager d'une certaine manière si un dispositif est mis en place, si des rendez-vous sont prévus, à les honorer. Ça paraît assez évident, mais c'est toujours utile aussi de le rappeler. C'est aussi d'accepter le feedback, parce que le mentor aussi va être amené à des moments à faire du feedback, qui peut peut-être à des moments, alors toujours dans la bienveillance, mais malgré tout, des feedbacks, c'est un feedback, ça veut dire aussi ce qu'il veut dire, ça peut aussi être vécu peut-être de façon un peu difficile pour le mentoré, donc c'est aussi accepter l'idée qu'on reçoit aussi du feedback dans ce type de démarche. Voilà ce que je pourrais partager sur cette approche. Et pour en est de cet échange, peut-être qu'on peut passer à une phase de... Est-ce qu'il y a des questions? Alors, tout à fait, Carole, comme toujours avec tes interventions, beaucoup de questions. Voilà. Et puis, comme il y a toujours aussi des retardataires, tu as présenté au début les différences entre le coaching, le mentorat, le tutorat. Donc, on a pas mal de personnes qui aimeraient que tu reviennes sur ces notions-là. Oui. D'accord. Alors, le mentoring, déjà, le mentoring mentorat, déjà, on va dire, du point de départ, c'est gratuit. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut commencer, mais c'est vraiment une personne qui a envie de transmettre à une autre personne. Donc, on est dans un dispositif gratuit. Alors, il y a en préparant le webinaire, on discutait aussi sur des mentorings qui existent, notamment des écoles, des apprentissages, où on va payer des personnes qui vont jouer le rôle de mentor. Ça le fait aussi. Et là ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt du mentoring au sens alors gratuit. En tout cas, bénévole du terme, puisque si on est salarié dans une entreprise, le temps qu'on va passer en mentoring, il est quelque part payé en tant que dans son contrat de travail. Mais bon, il n'y a pas une rémunération spécifique associée. Le coaching, on l'a vu, c'est pareil, c'est du coaching, ça va être aussi soit un coach interne, donc là, effectivement, dans le cas des salariés, soit un coach externe, ce qui est le plus souvent ce qu'on repère. Et là, il y a une prestation de service, donc il y a un contrat avec un tarif, etc. Et le tutorat, lui, le tuteur est au sein de l'entreprise, et lui, de la même façon, il va être salarié, il va donc accompagner une autre personne de son entreprise. Ça, c'est le côté statut. Après, si on regarde la pratique, le tuteur, lui, va plus fonctionner sur le plan technique, c'est-à-dire il va apprendre, il va accompagner une personne sur le plan de ses compétences techniques, même s'il peut apporter autre chose. Mais le but au départ, c'est de faire monter en compétences sur le métier lui-même. D'ailleurs, la plupart des tuteurs sont du métier de ceux qui les accompagnent. Enfin, il me semble, tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Et le tuteur, il contribue aussi à l'évaluation de celui qui l'accompagne, puisque souvent, on va demander, quand le manager, à la fin d'une période d'essai ou sur un parcours, va s'appuyer sur le tuteur pour avoir un feedback argumenté sur comment la personne a évolué, qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre, etc. Le coaching, lui, il va partir sur des objectifs. Alors, on va parler de coaching tripartite ou de coaching de pré-agré. Il y a toujours au démarrage des objectifs, un nombre de séances déterminées et puis une évaluation au fil de l'eau. Donc le coaching aussi, ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus cadrée, plus cernée. Et pareil, le coaching, il va contribuer à permettre à une personne, en le faisant réfléchir sur ses propres ressources, de développer ses ressources. Le mentor, il se situe à un autre niveau, il va venir lui avec une expérience de l'entreprise dans laquelle il est, ou comme on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait d'avoir créé son entreprise, de l'avoir développée. Donc il vient avec une expérience qu'il va transmettre, mais comment dire, il va la transmettre en dialogue, en échange. On n'est pas sur quelque chose, un objectif et toute une séance qui va se dérouler avec comment dire, un dispositif de type coaching. Le mentor est là plus c'est un dialogue, on est plus sur une logique de dialogue. Et il va apporter des conseils, il peut renvoyer un feedback. Voilà. Je ne sais pas si ça va suffire à répondre à la question. Ainsi, donc, pour rebondir sur la question de Dorothée, on pourrait dire que ce qui différencie un coach d'un mentor, c'est le fait que le coach peut délivrer des conseils. Ben, je dirais que c'est plus l'inverse. Le mentor peut délivrer des conseils plus que le coach. Enfin, en tout cas, après, encore une fois, on est dans des pratiques aussi qui peuvent ne pas être partagées à 100% par tous. Le coach, par nature, va travailler sur les ressources de l'autre. Il n'est pas là pour apporter des conseils. C'est par son questionnement, son écoute, sa reformulation, et puis les techniques qu'il peut mettre en œuvre, va amener le coaché à trouver par lui-même son chemin, quelque part. Le mentor, lui, va être plus dans le rôle de conseil, puisqu'il va ouvrir des réseaux. On parlait tout à l'heure de faire rencontrer aussi
ces réseaux internes. Vous êtes dans une entreprise, une grosse entreprise, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est gagner du temps pour savoir qui est qui, vers qui il faut aller pour avoir répondre à tel et tel souci, etc. Du coup, j'ai perdu la question. C'était qui? Lequel des deux donne des conseils? Est-ce que le c'est fait le de donner mentor, des conseils le mentor différents? en tout cas, pour moi, c'est le mentor qui donne des conseils et le coach qui, a priori, permet à l'autre de trouver ses propres voies. Après, c'était bien l'hypothèse du départ. Très bien, tout le monde est d'accord. Autre question autour de ça, du coaching, est-ce qu'une des différences, c'est peut-être aussi que dans un programme de mentoring, on n'implique pas le N+1, tout à fait. et que ça peut être donc plus discret, plus Oui. confortable. Oui. Là, effectivement, dans l'expérience qui avait été celle qui a fait démarrer sur cette idée de documenter le mentoring, c'est bien ça. C'est-à-dire c'est la direction des ressources humaines qui a décidé de mettre en place un programme de mentoring au sein de son entreprise. Et effectivement, avec une première expérience qui a été faite par une directrice de service, c'est avec elle que j'ai pu travailler pour justement caractériser ce qu'allait être le mentoring au sein de cette entreprise. Et effectivement, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est quid du manager. L'idée, c'est vraiment de sortir le manager, de faire en sorte que le manager ne soit pas intégré dans le dispositif. Le mentor, par exemple, ne va pas aller poser des questions au manager en disant quels sont les points de faiblesse ou de force de la personne. Ça n'est pas prévu dans ce système-là. Donc le coaching va plus s'appuyer sur un premier diagnostic éventuellement avec le manager ou le RH avant de travailler avec son coach. Alors, un cas dont on n'a pas parlé, on a parlé du coaching, du tutorat, du mentoring, donc bien sûr, et le parrainage. Pourquoi ça se distingue? Alors le parrainage, ça peut être une forme de mentoring, mais encore non, moi je le verrai ailleurs. C'est vrai que je ne l'avais pas mis dans la différenciation, parce qu'un parrain, c'est une personne qui va être souvent d'ailleurs mis un petit peu proposé en même temps qu'un tuteur dans les entreprises. Quand on travaille dans notre niveau du cabinet sur l'accompagnement après le recrutement de l'intégration dans les entreprises, et effectivement, on va suggérer d'avoir un tuteur et un parrain, qui n'est pas la même chose. Le parrain, effectivement, il va plus être dans, je dis un truc basique, mais c'est souvent un problème dans certaines entreprises. Vous arrivez, vous ne savez pas où est la cantine, vous ne savez pas où sont un certain nombre de choses pratiques. Vous pouvez vous poser des questions aussi sur la culture de votre entreprise. Donc, le parrain, il va être nommé officiellement. Une personne va rentrer, elle va savoir qu'elle a un parrain. Le mentoring, c'est pas forcément aussi... ça ne se dessine pas forcément à l'embauche. C'est plutôt des personnes qui sont déjà dans l'entreprise et qui vont pouvoir bénéficier d'un dispositif de mentoring. Je situe un autre niveau. Et le parrain n'a pas précisément des exemples. Alors, moi, le parrain, je le vois en intégration. Et le mentor? Le mentor, je le vois plutôt en développement. Mais bon, encore une fois, on est dans des concepts, je ne prétends pas être le sachant tout puissant du sujet. Je me suis fait mon opinion sur la démarche en expérimentant, en lisant, en interviewant un certain nombre de personnes qui avaient bénéficié de mentoring ou qui pouvaient faire même exercer cette activité de mentor. Alors, je vais commencer, pour introduire la prochaine question, par un témoignage de Léa, qui nous dit qu'elle travaille dans la fonction publique et qu'elle encourage le mentorat pour une mise en valeur lors des entretiens professionnels annuels, par exemple en tant que première expérience semi-managériale pour les collaborateurs juniors. Du coup, est-ce que c'est un cas de recours? Est-ce que... Donc, c'est dans le cadre d'un entretien individuel. Alors, nous encourageons le mentorat par une prise en valeur lors des entretiens annuels professionnels, par exemple en tant que première expérience semi-managériale pour les collaborateurs juniors. Donc, c'est une façon pour quelqu'un de pouvoir monter en compétence sur le management, d'expérimenter l'accompagnement en développement. Et donc la question, c'est est-ce que ça s'appelle... Est-ce qu'il y aurait d'autres recours, du coup, que ces développements pour faire appel à un mentor? Et là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça permet à une personne d'expérimenter un accompagnement hors cadre managérial. Donc, c'est pour expérimenter, pour travailler sur ce que ça veut dire pour lui, quels outils il va mettre en place, quelle méthode, quelle approche, pour faire aider quelqu'un à progresser, sans être dans une logique managériale. C'est ça que je comprends dans l'expression. C'est ce que je comprends aussi après. Après, la question, quel autre recours, j'avoue que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire comme question. Quel recours, ou aussi quels sont les avantages, quels avantages une entreprise peut retirer d'un programme de mentorat dans ce sens-là, qu'elle déciderait de développer en son sein? Les avantages, c'est effectivement permettre à des personnes de progresser plus rapidement, de mieux connaître leur entreprise et peut-être effectivement de mieux comprendre la culture de cette entreprise. Ça, c'est déjà sur le plan de l'individu.
Après, clairement, on regarde aussi, on voit dans les entreprises qui ont mis en place du mentorat, c'est une façon aussi de se rendre plus attractive et peut-être aussi de pouvoir peut-être agir contre une forme de turnover, parce qu'effectivement, le mentor pourra permettre à quelqu'un de plus facilement progresser et de mieux comprendre aussi les possibilités de parcours professionnel qui s'ouvrent à lui dans l'entreprise. Moi, je vois ça comme un atout dans la marque. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur, d'être attractif sur le marché du travail. Le fait d'avoir un programme de mentorat affiché, ça peut y contribuer. Et pour regrouper aussi différentes questions, du coup, est-ce qu'on attend du mentor qu'il ait des compétences spécifiques ou une expérience spécifique? Et du coup, est-ce qu'il existe des formations pour lui, pour l'amener à devenir mentor? Alors, déjà, je pense qu'il y a l'envie d'aller vers ça. Déjà, si on en a envie, c'est comme le coaching. Au départ, le coaching, c'est vrai que on ne va pas se décréter coach. On a envie d'être dans cette démarche d'accompagnement et on va se former en conséquence. Donc, effectivement, un mentor peut se former de la même façon qu'un coach puisqu'on va utiliser des approches de même type, c'est-à-dire la partie de l'écoute, la reformulation, la posture spécifique de bien faire la différence entre soi et l'autre. Ce sont des choses importantes dans le coaching et tout aussi intéressantes dans le mentoring. Par contre, ça va pas être, je ne connais pas, mais peut-être que ça existe. Aujourd'hui, on n'est pas certifié mentor, par exemple, alors qu'on va être coach certifié. Pour autant, je recommanderais de suivre une formation. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion du coup de construire une formation sur 2 jours, pas forcément très très long, mais juste pour pouvoir effectivement prendre conscience déjà de ces postures différentes entre coaching, tutorat, même formateur, manager, etc. Parrain, pourquoi pas, rajouter aussi, d'ailleurs ça m'a une idée, peut-être que je rajouterai dans ma liste des différentes sessions de parrainage également. Donc de bien faire cette différence-là, de réfléchir à se connaître soi-même. Est-ce que je suis au clair avec moi-même? Si j'ai jamais fait de travail sur moi, c'est peut-être l'opportunité aussi de regarder, c'est un petit peu un point. Moi, j'ai mis dans mon programme le fait d'utiliser des outils de type le questionnaire sur ses motivations. Qu'est-ce que c'est qui fait que je me lève le matin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc ça, c'est utile aussi de pouvoir se réfléchir là-dessus. Quels sont aussi mes comportements préférentiels? Est-ce que je vais risquer ou pas, selon mes comportements préférentiels, de renvoyer à l'autre une façon d'agir et d'être qui pourrait ne pas être adaptée à sa personne? Donc travailler sur soi, et puis après, regarder comment je structure aussi mon accompagnement. Donc oui, moi, j'aurais tendance à penser que c'est intéressant d'avoir une formation avant de se lancer dans son premier mentoring. Après, encore une fois, si on a une expérience de management, si on a été coach, si on a été, pourquoi pas, même tuteur dans certains types d'entreprises, et qu'on a travaillé aussi sur cette relation à l'autre, je pense qu'on peut aussi le faire, mais toujours pareil, peut-être, soit alors à ce moment-là, trouver un lieu de supervision aussi pour pouvoir questionner aussi ses pratiques. On parle toujours en coaching de l'angle mort du miroir, mais le mentor va l'avoir de la même façon. Donc, comment aussi on peut ne pas projeter sur l'autre ses propres croyances, convictions ou certitudes. Donc, voilà, je pense que ça vaut la peine de s'interroger en amont. Mais peut-être que si c'est fait avec bienveillance, ça peut ne pas être dangereux pour l'individu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Je dirais, en tout cas, au niveau d'une entreprise, si c'est un programme de mentorat au sein d'une entreprise, à mon avis, il faut mettre quelque chose en place, c'est sûr. Ne serait-ce que pour avoir des pratiques homogènes. Puisqu'on parle du programme au sein de l'entreprise, comment susciter des candidatures au sein de l'entreprise? Ça, j'avoue que j'ai pas forcément l'expérience de comment susciter des candidatures. Moi, j'essaye à chaque fois, quand je travaille avec des entreprises de cette taille, de suggérer que ça pourrait être important de l'exposer. Enfin, après, je pense que c'est comme n'importe quel type d'action qu'on mène dans une entreprise. Il faut trouver, effectivement, peut-être repérer quelques personnes que la direction générale ou la direction des ressources humaines a pu identifier comme ayant à la fois de l'expérience, puis de l'appétence vers ce type aussi d'appui, et commencer par expérimenter avec 2 ou 3. Moi, j'ai tendance à me dire que dans une société, une entreprise d'une certaine taille, c'est commencer comme ça s'est fait avec cette entreprise que j'ai accompagnée, une personne qui fait une expérience, qui en tire un retour d'expérience et qui, à partir de là, aide à documenter le dispositif et du coup en faire la promotion via l'encadrement. Ça peut faire aussi l'objet d'une proposition d'ailleurs dans les entretiens, puisque quelqu'un parlait d'entretien individuel, ça peut être aussi présenté dans le cadre des entretiens individuels en disant voilà, aujourd'hui on met en place un programme de mentorat. Moi, manager, j'ai le sentiment que ça pourrait être intéressant pour toi, que tu as peut-être à la fois de l'intérêt et du plaisir, ça pourrait être utile pour l'entreprise que tu t'y intéresses, et ça pourrait être à ce moment-là identifier des personnes, leur proposer d'avoir une explication de comment ça peut se mettre en place chez vous et comment pourraient se lancer les premières expériences. Et est-ce qu'à l'inverse, un mentor peut-il être comme un manager, un relais de la politique du développement RH? Je dirais forcément, dès qu'on est au sein d'une entreprise, quelque part, rien n'est innocent.
oui, si on met en place un mentoring, à un moment donné, je sais très parfaitement que les mentors qui vont être identifiés vont être des personnes qui, quelque part, répondent à la culture de l'entreprise. Donc, je dirais, alors, c'est pas, je ne le vois pas comme du descendant, parce que par principe même, l'idée, c'est pas de faire à des personnes des choses qu'ils n'ont pas à faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est quand même, malgré tout, accompagner la compréhension et la lecture aussi des codes de l'entreprise, de sa culture, de sa politique. Oui, je dirais que d'une certaine manière, oui, ça me paraît oui, mais c'est pas du directif ou c'est pas de la déclinaison d'objectifs comme peut le faire le manager vis-à-vis de ses équipes. Une question qui est revenue, que j'ai pas encore eu le temps de poser, mais j'avais bien prévu. C'est un sujet, c'est quelque chose qu'on se demande souvent, c'est ce qu'on s'est demandé à l'heure du déjeuner. Est-ce qu'il y a une question d'âge? Mentoré? Quand je suis une formation de coach, il y a 20 ans de ça, on m'a dit, on est coach quand on commence à avoir des cheveux blancs. Donc, les femmes, elles les cachent un peu plus que les hommes, donc c'est pas toujours facile de savoir s'il y a des cheveux blancs derrière le coach, mais c'est vrai que un mentor comme un coach, je pense, a besoin d'avoir un peu d'histoire personnelle, d'avoir du vécu, d'avoir aussi une connaissance et une compréhension de l'entreprise pour pouvoir être pertinent. Donc, je ne dirais pas de façon directive, impérative, il y a un âge. Non, je dirais oui, il y a en tout cas un temps d'expérience pour pouvoir apporter quelque chose à l'autrui. Alors, bien que quand on a parlé tout à l'heure de mentorat inversé, évidemment, mais je dirais le mentorat inversé, c'est un autre registre. Voilà. Là, on est plus sur le mentorat inversé dans le cadre, on le disait tout à l'heure, du digital, hein, justement, de tous les nouveaux outils. Là, on est quelque chose, presque, on parle de mentorat inversé, mais ça peut être peut-être plus proche d'un tutorat inversé que d'un mentorat inversé. Bon. Voilà. Et puisqu'on parle de ça, de qui peut être mentor, on a vu qu'il existait des formations. Est-ce qu'il faut aussi suivre un coaching, une introspection, justement, pour pouvoir exercer pleinement ses fonctions de mentor, mieux se connaître C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est... Enfin, moi, en tout cas, les personnes que j'ai vues qui souhaitaient se positionner comme mentor s'interrogeaient sur est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je ne vais pas être trop intrusif? Notamment, je me souviens de mes clientes qui me disaient, moi, ce qui me fait peur, c'est que je risque de dire comment il faut faire. Et je sens, même si je ne sais pas exactement ce que c'est, je sens que ce n'est pas comme ça qu'il faut y aller. Donc oui, je pense qu'à la minima, au moins de lire des ouvrages sur le sujet pour vérifier dans quoi on est soi-même. Et oui, je pense que suivre une formation ou participer peut-être à un groupe de supervision, alors, ce qui peut être très intéressant dans une entreprise qui met en place un programme, c'est qu'elle est aussi un espace d'échange de pratiques entre mentors. Et donc beaucoup de questions comme bien souvent. Nous referons un point sur tout ce que vous avez demandé. Je vais juste finir par un témoignage et une idée qui peut être intéressante sur justement comment susciter les candidatures de mentors. Peut-être c'est quand un mentor quitte l'entreprise, lui donner un titre honorifique et ainsi donner envie aux autres de partir, de réussir, parce qu'on a un peu orgueil. Ça peut être intéressant, effectivement. Puis après, les mentors qui quittent les entreprises, ils peuvent se retrouver dans les associations. Pour moi-même participer en destinée d'une association qui a souvent besoin de personnes qui viennent accompagner des demandeurs d'emploi, enfin des personnes en difficulté d'insertion, et ils peuvent aussi peut-être apporter leur savoir-faire à d'autres. En tout cas, merci Carole. On te transmettra précisément les questions posées par chacun. Si tu souhaites leur apporter une réponse plus personnalisée, plus personnelle par mail. Et je te laisse conclure. C'est vrai que ce webinaire, enfin moi, quand la question s'était posée, c'était un thème que je pourrais avoir envie de traiter. Je me suis dit, le mentoring m'intéresse parce que ça m'a permis aussi justement de réfléchir à la façon dont je pouvais communiquer autour de cette approche-là. Encore une fois, autant on a eu l'occasion d'intervenir sur d'autres sujets où là on est, je dirais, entre guillemets, des sachants, puisque c'est notre métier d'être de conseil RH, d'apporter un placement, en bonnes compétences, en animation d'approche de co-développement, etc. Là, le mentoring, pour moi, c'est quelque chose dans lequel je crois. Donc, c'était plus, en fait, mon idée, c'était d'en faire la promotion plus que de documenter de manière précise ce qu'est le mentoring. J'espère en tout cas que ceux d'entre vous qui ont écouté s'intéresseront à la question, que ce soit au sein de leurs entreprises ou pourquoi pas pour apporter leur expérience à d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir être aidés au sein de leur activité professionnelle. Merci en tout cas de vous être rendu disponible pendant cette heure de temps.